Hello Sandrine. Sandrine Jacobs au micro aujourd'hui. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir à mon micro. Je suis hyper contente de notre échange à venir. Bon, je vais pas faire trop ma fangirl, mais j'avoue que c'est le petit moment fan, mais franchement, je suis devenue fan de toi. Je vais mettre un peu de contexte après pour expliquer d'où je te connais et pourquoi ce coup de cœur. Mais avant ça, Sandrine, s'il y a bien une personne à qui je dois demander de se présenter, bah, c'est à toi. Donc Sandrine, dis-nous comment tu aurais présenté aujourd'hui, je dirais, à l'audience. Moi, je suis Sandrine Jacob, je suis stratégiste en communication. Je suis spécialisée en personal branding et en place branding. C'est la vie qui m'a amenée à ça. Je n'y étais pas forcément destinée par mes études parce que je suis économiste, mais je pense que ma personnalité a fait que je suis une amoureuse de l'humain, une amoureuse de l'invisible, une amoureuse de ce qui est beau. Et donc, j'ai réussi au fil du temps, je pense, à pouvoir en faire quelque chose qui pouvait apporter ça aux autres, c'est-à-dire voir dans les lieux ou dans les personnes ce qu'ils ont d'unique et les mettre face à ça pour pouvoir les aider à mettre ça en lumière. Et donc ça, c'est vraiment devenu, on va dire, le cœur de mon business. Et ça a l'air très fleur bleue comme ça, Ouais. mais au bout du compte, c'est quand même très stratégique. Et je pense que c'est là qu'on a beaucoup de choses à faire pour pouvoir révéler l'unicité de chacun et pour pouvoir faire avancer le business. Ah bah oui, tu parles de stratégie et c'est ça, je pense, qui m'a le plus bluffé chez toi. Et j'ai vraiment pris une claque. Donc, pour remettre un peu de contexte, on était à un talk que tu as animé au sein du cercle entrepreneurial hors norme, avec à la tête une nana super chouette, Aurélie Ancard. Et tu animes ce talk, comme ça, 40 minutes, bam, tout le monde, l'audience, scotché. Et suite à ça, bah, tu proposais un workshop au sein de hors norme. Et là, genre, toutes les places sont parties. Mais la conversion, simplement par ton pitch de 40 minutes, en fait, tout le monde a adhéré. Et j'ai adoré ce juste équilibre entre l'honnêteté, l'authenticité, mais aussi ce côté vraiment très stratège. Parce qu'on n'est pas dans du personal branding un peu perché ou un peu storytelling ou un peu instagrammable, pas du tout. Ma première question, c'est celle-là. Est-ce que tout ça est calculé, tout ça est réfléchi? Alors, je pourrais pas dire que c'est calculé ou préparé, mais en tout cas, c'est réfléchi. C'est très réfléchi parce que je pense que, on va dire, les assets humains sont des assets ultra importants qui ont été très très longtemps négligés et au profit de marques, d'images, de réseaux, de storytelling qui, au bout du compte, ne durent jamais s'ils ne sont pas en fait enracinés profondément dans ce qu'on est authentiquement. Et donc, je pense que il est hyper important pour tout un chacun, que ça soit un individuel, un chef d'entreprise, un entrepreneur, un artiste, une marque, d'oser se regarder profondément dans le miroir, et je sers parfois de miroir, souvent même, pour oser vraiment fondamentalement revenir à profondément ce qui l'anime, ou en tout cas ce qu'il a envie de créer comme impact. Et donc oui, c'est réfléchi parce que j'aide en fait mes clients à réfléchir. J'aide à leur dire que ce qui semble tout à fait bateau est en fait tout à fait unique. Et dès lors qu'ils se rendent compte de ça, ils se rendent compte qu'en fait les choses sont beaucoup plus simples souvent qu'il n'y paraît. Et c'est en ça que je trouve que voilà, que c'est stratégique aussi, parce que revenir au cœur de qui on est, mais en faire un atout stratégique, c'est sans doute, on va dire, le chemin le plus simple pour arriver là où on a envie d'arriver, que ce soit à titre perso ou à titre professionnel. Tout à fait, c'est un outil de tous les jours, je trouve, de savoir qui on est, mais savoir aussi se présenter, avoir ce socle immuable dont tu parles aussi. Avant ça, avant de rentrer, parce que j'ai envie de creuser ce personal branding, parce que je crois que c'est tellement puissant comme outil. J'ai même envie peut-être un cas client, enfin vraiment quelque chose où l'auditeur ressort avec de la valeur de notre échange. Mais avant ça, je vais quand même passer un petit peu sur ta carrière. Tu peux nous refaire les grands moments de ta carrière? Alors, les grands moments de ma carrière, c'est d'abord mes études. Je suis économiste. J'ai à un moment rêvé de faire l'école hôtelière de Lausanne. J'ai passé tous les examens d'entrée. J'ai même fait un stage.
pendant mes études d'économie. Et puis, mes parents m'en ont dissuadé en disant, à l'époque encore, que ça allait être compliqué d'être gestionnaire d'hôtel et en même temps avoir une vie de famille. Et donc, en fait, j'ai un peu enterré ce rêve-là. J'ai continué, j'ai terminé mes études. Petite anecdote, parce qu'en fait, finalement, aujourd'hui, je brande beaucoup d'hôtels. Et donc, je trouve que d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de hasard, comme on le disait il y a 5 minutes. Et je pense que tous les chemins mènent là où on doit aller. Et donc, c'est sûr que je gère pas un hôtel, mais en tout cas, je gère, on va dire, l'image, le positionnement, le branding, le naming de nombreux hôtels, ou en tout cas, j'y ai contribué. Et donc, voilà, donc quelque part, à travers un autre chemin, j'y suis quand même arrivée. Alors après petite ça... Petite parenthèse, oui, je te coupe tout de suite, mais qu'est-ce qui t'attire dans l'hôtellerie? La rigueur? Alors, ce que j'aime d'abord, c'est le beau. Je trouve que c'est quelque chose qui revient beaucoup, moi, dans mon personal branding et dans mon univers. Je trouve que le beau, c'est sans doute une des seules choses qui met tout le monde d'accord. On ne peut pas être d'accord avec quelque chose qui est beau. Et donc, je trouve que c'est un cadre extrêmement à la fois rassurant. Et quand je dis beau, c'est vraiment l'esthétique. Et donc, je trouve que d'une manière ou d'une autre, il y a ça qui me plaît beaucoup dans l'hôtellerie. Et ce qui me plaît aussi énormément, c'est le fait de fédérer. C'est-à-dire que ce sont des endroits à la fois intimes et publics qui permettent, en fait, de créer des expériences dont on se rappelle toute une vie. Alors qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce qu'il y a aussi des mauvaises expériences dans l'hôtellerie. Mais en tout cas, c'est des lieux où on vit différemment. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Et plus que jamais aujourd'hui, dans des moments où on a besoin de se retrouver, je trouve que voilà, il y a différentes formes d'hospitalité. C'est plus l'hospitalité, en fait, qui me plaît que l'hôtellerie en tant que telle. Comment on se ressent dans un lieu? Voilà, comment on se ressent, comment on agit, comment on fédère, comment on s'isole. Je trouve qu'il y a plein de manières d'habiter un lieu et l'hôtellerie est un lieu où tout ça cohabite. Et ça, j'aime beaucoup. Très bien. Voilà. On continue, tes études. Voilà, alors mes études. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, je pense que j'ai travaillé 1 année dans une grosse banque. Mais c'est pas du tout vers ça que j'avais envie d'aller, et ça m'a justement permis de me rendre compte que c'était pas du tout ça qu'il me fallait, même si c'était complètement en ligne avec les études que j'avais faites. Et t'avais un peu cette volonté de faire plaisir à tes parents? Alors, pas spécialement à mes parents, mais j'ai toujours une volonté de faire plaisir, et ça m'a jamais quitté, et je crois que ça me quittera jamais. J'ai fait 12 000 tentatives d'essayer de me distancier de ça, et je pense que ça fait profondément partie de moi, de faire plaisir, mais aussi parce que je trouve que faire plaisir, ça génère aussi un give back qui permet aussi d'être une meilleure version de soi-même. C'est bien différent, et peut-être qu'on en discutera, faire plaisir et suivre le désir des autres. Je trouve que c'est pas la même chose. Et c'est vrai que longtemps, j'ai suivi le désir des autres, et que le suivre, ça m'a peut-être un peu parfois éloignée des miens. Mais heureusement, la vie est longue et j'y suis revenue. Donc voilà. Mais donc, j'ai commencé effectivement dans une banque. Et ensuite, très rapidement, j'ai eu la possibilité de commencer dans une agence de com. Et là, j'ai directement commencé, on va dire, comme account. Donc gestion de portefeuille client, quoi. Voilà, gestion de portefeuille client, avec vraiment cet axe stratégique qui me collait déjà un peu à la peau, et aussi un côté extrêmement créatif. J'aspirais vers ça, mais en fait je pense pas que j'étais forcément la plus forte là-dedans, mais ça m'a permis vraiment d'être ce trait d'union, en fait, entre de la créativité pure et de la rigueur pure. Et donc j'ai adoré on va dire, ce lien entre deux mondes qui sont les miens, mais avec lesquels j'arrivais pas forcément à cohabiter. C'était soit l'un, soit l'autre. Et donc, dans ces années d'agence, parce que j'ai passé 10 ans en agence de com, chez Publicis et chez DDB, j'étais très contente parce que, voilà, j'incarnais ce rôle-là. C'était des moments, en tout cas des années où il y avait beaucoup de sous. Et donc, qui dit beaucoup de sous, dit beaucoup de possibilités. Et ces possibilités-là m'ont permis vraiment d'explorer beaucoup de secteurs, beaucoup de parties de moi-même, de travailler en équipe, de travailler avec des gens extrêmement brillants à différents niveaux d'intelligence, plutôt artistique ou plutôt stratégique. Et ça, j'ai vraiment adoré. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai eu la possibilité, parce que les choses n'arrivent jamais par hasard non plus, d'intégrer plutôt le monde de l'annonceur. Et là, j'ai intégré le monde immobilier. Alors, pas parce que j'aime l'immobilier du tout. Je ne suis pas forcément attirée par l'immobilier. Mais ce qui m'attirait, c'était d'avoir un cadre où j'allais pouvoir faire la différence. Et en fait, je suis arrivée dans une société cotée en bourse, dans lequel on me demandait de créer en fait
une image, une perception, quelque chose qui allait rendre l'immobilier un petit peu moins figé et certainement changer la perception que les gens avaient des gros promoteurs immobiliers, c'est-à-dire des banquiers déguisés en briques. Et donc, l'idée, c'était que moi, j'intègre ça, que je puisse à la fois faire toute leur communication corporate et puis petit à petit aussi ouvrir un nouvel espace qui était de présenter en fait des lieux et des bâtiments sous un autre angle. Et donc, j'ai commencé comme ça, sans y connaître grand-chose. J'apportais mon expertise de com et ils apportaient leur expertise immobilière. Et puis, petit à petit, main dans la main, on a commencé à construire tout ça. Et comme je le fais souvent dans mes jobs, je vois des espaces, des angles morts en fait, des espaces vides. Et petit à petit, j'ai commencé à mieux explorer ces espaces vides, notamment des bâtiments qui restaient inoccupés en attente de permis. Et là, j'ai pu proposer des choses qui ont notamment donné à terme la création d'espaces qui aujourd'hui sont beaucoup plus connus. Tu peux en citer quelques-uns, je pense que ce sera parlant pour l'audience. Voilà, le Mix par exemple, la Gare Maritime Food Market, le Wolf, des expos qu'on a fait avec Denis Meyer, des hôtels. Et donc tout ça, c'était des espaces qui étaient ce qu'on appelle en vacances locatives, c'est-à-dire des espaces qui étaient vides et dont on ne savait pas trop bien quoi faire, mais dont la ville demandait qu'il y ait une affectation particulière pour remettre de l'humain dans des lieux. Et donc, ma valeur ajoutée a été de réfléchir avec les développeurs immobiliers et avec les autorités à qu'est-ce qu'on pourrait mettre là pour que ça puisse rendre, entre guillemets, des quartiers ou même la ville plus sexy, plus attractive. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, est venu d'abord, le Wolf, c'était une banque, comment est-ce qu'on allait en faire quelque chose d'autre? Il y avait 16 guichets, mais OK, il n'y avait pas vraiment d'ouverture sur le monde. Et puis, on a réfléchi avec des architectes, avec les développeurs, et on a créé le premier food market. Et donc, comme ça a donné une idée. Puis, j'ai beaucoup travaillé sur Tour et Taxi, etc., etc. Et donc, j'ai toujours travaillé pour des grosses sociétés cotées en bourse, mais qui avaient besoin d'un élément, on va dire, différenciant et créatif pour, en fait, que leur réputation soit un petit peu plus, on va dire, en ligne avec leurs aspirations profondes qui étaient parfois très cadrées et pas forcément la meilleure, ou en tout cas sous l'angle sur lequel ils avaient envie de se montrer. On parle du place branding, que je vais d'abord jumper dessus, parce qu'après, j'ai vraiment envie de creuser le personal branding. Mais par exemple, si tu peux en parler un petit peu, le concept du mix, par exemple, à quel moment, toi, tu interviens vraiment, concrètement, par quelles actions? Je pense peut-être même le nom, pourquoi ce nom-là, enfin, toutes ces recherches que tu as eues autour du mix. Je crois que le mix est assez parlant pour mon audience. Exactement. Alors, en fait, et ça sera intéressant de voir que je fais la même chose pour les gens, mais dans l'absolu, ce qu'on voit du mix aujourd'hui, c'est vraiment on va dire, la cerise sur le gâteau du place branding. Là où moi j'interviens, c'est, on va dire, à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment tout à fait en amont. Quand la ville se dit, tiens, il y a un bâtiment qui est là, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Et qui est un développeur qui est propriétaire de ce bâtiment et qui se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans ce bâtiment pour que la ville accepte ce que j'ai envie de faire dedans? Et donc là, à ce niveau-là, je joue aussi un rôle de trait d'union, de dire, OK, on n'a pas forcément envie que ça devienne l'ambassade américaine, c'était censé devenir ça. Qu'est-ce que ça pourrait devenir d'autre? Quel bureau ont envie d'être là-dedans? Peut-être un hôtel, peut-être une salle de sport. Qu'est-ce qui pourrait ramener des gens dans un espace patrimonial belge qui pourrait rendre ce quartier plus attractif? Et donc, je réfléchis d'une part avec les autorités et d'autre part avec le développeur immobilier. Et finalement, je trouve une ligne éditoriale, je trouve une ligne créative de voilà ce qu'on pourrait faire. Et à ce moment-là, moi, je crée tout le storytelling pour pouvoir, d'une part, convaincre les autorités que ce que le développeur veut faire est en ligne avec ce qu'eux vont pouvoir vendre, entre guillemets, à leur électorat. Et d'autre part, je vais ajuster, on va dire, ce que le développeur a en tête pour en faire un projet rentable, pour être sûr que ça puisse passer auprès des autorités. Et donc là, c'est un peu ce que je faisais en agence et dont je parlais il y a quelques minutes. C'est vraiment trouver, en fait, une sorte de... Je veux pas dire un compromis parce que c'est pas un compromis, mais c'est quelque chose d'exponentiel. Ce qui fait que, en travaillant ensemble, ils vont finalement faire quelque chose qui est plus grand que ce qu'ils vont faire chacun tout seul. Donc ça, c'est la première manière dont j'interviens. Ensuite, il y a une deuxième partie, c'est pas systématique, mais très souvent,
il faut des levées de fonds. Donc, il faut chercher des sous, il faut trouver des opérateurs. Qui est-ce qu'on va mettre dedans? Parce que c'est pas tout de se dire qu'on va se mettre une salle de sport, mais c'est qui va l'opérer, etc. Et donc, il faut que ça soit des opérateurs ou des investisseurs qui soient en ligne avec le concept global. Donc, je conceptualise le lieu et je crée un storytelling pour rendre ce lieu attractif. Et donc, ça amène des investisseurs, ça amène des opérateurs, etc. autour de la table. Et là, de nouveau, je joue un rôle pour, on va dire, rendre le concept sexy, qu'ils aient tous envie d'adhérer. Et c'est aussi à travers un storytelling d'une manière ou d'une autre. Et quand on a les permis et les sous, alors seulement arrive la partie visible, donc on va dire celle qui sort aujourd'hui de terre et que tout le monde connaît, c'est de se dire comment on va l'appeler, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, est-ce qu'on va demander à Lionel Jadot ou à quelqu'un d'autre de venir faire tout ce qui est l'architecture d'intérieur, comment est-ce qu'on va faire cohabiter tout ça. Et par rapport à ça, moi en fait je crée le positionnement et je réfléchis on va dire au storytelling et au branding qu'on va faire, et puis en fait on met autour de la table plein d'autres que moi qui vont pouvoir exécuter ça, parce que c'est pas moi qui l'exécute. Moi on va dire je joue plutôt un rôle de chef d'orchestre, et puis après à ce moment-là moi je leur laisse faire ce qu'il y a à faire, et je reviens ponctuellement si on a besoin de moi pour être sûr que ça soit ce qu'on appelle on-brand et que ça colle à la ligne initiale, et que tout le monde est content. Et puis après, le plus grand succès pour moi, c'est que tout le monde s'approprie le projet. Que la commune dise que c'est eux qui ont eu l'idée, que les développeurs disent que c'est eux qui ont eu l'idée, que les architectes disent que c'est eux, que tout le monde soit très très content de dire qu'ils préfèrent aller au mix plutôt qu'aux animaux. Moi, je suis ravie de comment chacun s'approprie le projet, parce qu'en fait, à ce moment-là, il ne m'appartient pas du tout, il ne m'a jamais appartenu, mais ça montre en fait que la communauté... la synergie entre tous a fonctionné. Voilà, exactement. La mayonnaise a pris, et que finalement, ça appartient à Bruxelles, et que maintenant, c'est un lieu iconique qui appartient à tout un chacun, et c'est finalement tout un chacun qui crée ce lieu. Et donc, voilà, moi, j'interviens ponctuellement, et puis après, je garde cette expertise-là, et si on me la demande ailleurs, je vais ailleurs. Voilà. Waouh. Tu parles de positionnement, je vais en profiter pour jumper sur du personal branding. Hein. Moi, oui, c'est ce que j'aime, par-dessus tout. Écoute, il y a vraiment des clauses de confidentialité. Évidemment, tu ne vas pas citer le nom des CEO, des chefs d'entreprise que tu aides, que tu épaules. Néanmoins, je le sais, en fait, j'ai suivi ton workshop, donc je sais qu'il y a une méthodologie. On n'est pas là du tout à faire pouf pouf. Au contraire, c'est très structuré, très cadré, il y a une méthodologie. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ta méthodologie aujourd'hui ? Bien sûr. Alors oui, elle est très... structurée, parce que moi j'ai une phobie de communication égale du vent. Donc justement, qu'est-ce que tu dirais aux sceptiques aujourd'hui, avant de commencer à détailler la méthodologie, qu'est-ce que tu dirais aux sceptiques aujourd'hui concernant le personal branding? Et ce terme, il est vraiment en vogue pour l'instant, mais... Alors, je commencerai par dire que le personal branding, c'est pas ce que vous croyez. Ça, c'est sûr que je dirais ça, parce qu'en fait, ça porte très très mal son nom. Je pense que si je devais le redéfinir, je dirais que c'est du personal positioning. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est ce qu'on est, et ça, peu importe le travail qu'on fait sur soi, sur les autres, les évolutions, etc., ce qu'on est dans le fond, et ce dans quoi on met de l'énergie, et ce pourquoi on est magnétique ou pas, ou ce qu'on crée comme valeur, ça reste identique tout le long de notre vie. Et donc, le personal branding, c'est déjà un petit peu trop loin. Ce que je pense d'intéressant, c'est vraiment ce personal positioning, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut être très très au clair dans la manière dont on se positionne au monde, pour que la valeur qu'on crée, que ça soit au niveau même d'une amitié à titre personnel, ou avec des collègues au titre professionnel, etc., en fait, on crée une valeur qui fait qu'en contact avec l'autre, on devient meilleur, et l'autre devient meilleur par rapport à nous. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en lumière, et qu'est-ce qu'on peut faire comprendre à l'autre de manière très simple, pour que l'autre se dise « Ah oui, c'est avec cette personne-là que j'ai envie de bosser, et c'est avec cette personne-là qu'on va créer quelque chose que je ne sais pas faire seule. » Et je pense qu'on a tous besoin d'être connectés aux autres pour créer plus grand que soi, pour créer un impact, surtout dans un monde maintenant qui est dénué de sens à de nombreux égards. Et donc, c'est de se dire comment est-ce que je peux, moi, être très très claire avec ce que j'apporte aux autres, pour que les autres aient envie de se connecter à moi. Et ça, je pense que c'est ça le fond du personal branding. Parce qu'après ça, tout le reste, c'est que
on va dire, que de l'exécution et de la mise en œuvre de ce discours. Et ça peut être une mise en image, ça peut être un shooting, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être un discours, ça peut être présentation, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on parle dans l'intime de ces discussions professionnelles. En fait, c'est quel message on a envie de faire passer aux autres pour qu'eux aient à leur tour la capacité d'avoir un message encore plus impactant. Et ça, c'est vraiment pour moi le cœur du personal branding. Et pour faire ça, il faut d'abord revenir à soi. Et pour faire ça, j'ai une méthodologie qui est effectivement extrêmement cadrée, parce qu'à chaque étape de ma méthodologie, il y a des choses à faire. Il n'y a pas que des choses à réfléchir, etc. Donc, oui. Alors, on n'est pas vraiment dans ta méthodologie dans du développement personnel, même si vraiment c'est confrontant. Enfin, en tout cas, moi, je suis un workshop avec toi, et c'est vrai que tu pousses à la confrontation de soi avec soi. Peut-être, comment on trouve ce qui n'appartient qu'à soi? Comment est-ce qu'on est tellement honnête avec soi-même? Comment tu ferais? Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, c'est ni de la stratégie de communication, ni du développement personnel, mais c'est précisément, de nouveau, je reviens avec ce trait d'union, c'est précisément à cette intersection-là que se situe le personal branding. C'est-à-dire qu'il faut mettre un peu de soi, et beaucoup de soi à titre perso de manière très authentique, dans son personal branding pour que ça soit crédible. Mais il faut aussi être OK avec le fait d'être un petit peu stratège et mettre des outils qui vont permettre de rassurer et de rendre crédible ce que l'on raconte. Est-ce que tu as un exemple? Alors, j'ai un exemple. Par exemple, je ne vais jamais pouvoir être crédible sur, on va dire, une stratégie de contenu si je parle uniquement d'un certain nombre de produits, si à aucun moment je vais exprimer à quel point ça m'a transformé. Et donc, il faut prendre un petit peu des deux mondes pour pouvoir en fait raisonner par rapport à son audience. Et donc, que ça soit un service, que ça soit un produit, que ça soit quelque chose qu'on a envie de transmettre, le plus important, c'est de transmettre les choses en faisant part d'une part de soi, et il faut choisir la part de soi qu'on a envie de livrer. C'est pas parce qu'on a plein de choses en soi qu'on a envie de tout raconter. Et il faut aussi, d'autre part, aller chercher dans la stratégie quels sont les outils qui sont simples pour nous. Si on n'a pas forcément envie de s'exposer partout, il y a des choix à faire en termes de médias à choisir pour pouvoir rendre son discours impactant. Moi, je travaille avec des CEO qui à aucun moment sont sur les réseaux sociaux et qui pourtant ont des keynotes et qui font des TEDx exceptionnels qui ont un impact mais encore beaucoup plus important que s'ils étaient réguliers sur les réseaux, simplement parce qu'ils cherchent à un moment un endroit où ils peuvent avoir une visibilité et une résonance qui est singulière. Et donc, ce qui va être très important en personal branding, au-delà du message qu'on va pouvoir identifier, c'est comment est-ce qu'on va l'amplifier pour que ça résonne de manière encore plus crédible avec la personne qui l'a dit, avant même que ça résonne encore plus avec l'audience. Donc, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on fait pour vraiment trouver ce qui nous rend unique? Pour être tout à fait honnête, je pense que tout un chacun, s'il est tout à fait honnête avec lui-même et s'il va dans son intuition, il sait déjà un peu ce qu'il a de spécial. Si pour différentes raisons, c'est compliqué à trouver, bah ça, on rentre vraiment dans ma méthodologie. La première partie, c'est vraiment un travail de mettre en lumière ce que les autres viennent toujours chercher chez vous. Alors, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire seulement dans le milieu professionnel, ça veut aussi dire chez des amis, chez des parents, chez des commerçants, enfin, dans tout l'environnement qui est là, c'est qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous? Est-ce qu'on vient chercher des conseils? Est-ce qu'on vient chercher une écoute? Est-ce qu'on vient chercher de la légèreté? Qu'est-ce qu'on vient créer? Qu'est-ce qui fait qu'on s'adresse à vous et qu'on ressort différent? Et donc ça, j'ai vraiment un travail de fond. Je pose vraiment des questions qui sont parfois un peu chaotiques, qui ont l'air d'être tout à fait absurdes et qui pourtant mettent vraiment en lumière ce qui est vraiment singulier. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Ensuite, je déplace ça à ce qui peut plus s'assimiler à du positionnement, et c'est entre soi et les autres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui résonne dans nos interactions avec les autres, qui crée vraiment de la valeur.
Ça peut être une expertise, ça peut être une énergie, ça peut être un charisme, ça peut être un intérêt, une passion, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a dans ma relation aux autres qui fait que je rends les autres meilleurs. Et ça, c'est aussi à travers, je dirais, un certain nombre de questions. Et là, déjà, j'arrive à, on va dire, à tirer un fil rouge entre différents espaces. Je dis toujours, il y a beaucoup de gens qui parlent de transition. Alors, je pense qu'on est toujours en transition. Mais moi, je ne crois pas tellement aux transitions fondamentales. Je pense qu'on change de secteur, mais on ne change pas fondamentalement ce qu'on apporte soi-même dans le business. Et donc, on peut passer d'un secteur à l'autre, mais ce qu'on va apporter aux autres, en fait, ça va souvent être la même chose. Ça va juste prendre des autres formes. Et donc ça, c'est vraiment dans la partie, je dirais, la deuxième partie du chemin que je fais avec mes clients, c'est cette partie entre soi et les autres, soi et le marché. Puis il y a une troisième partie de ma méthodologie qui est vraiment un storytelling, c'est-à-dire que j'apprends à mes clients à se raconter différemment. Ils ont l'impression qu'ils n'ont rien à raconter. En général, ils ont 1000 choses à raconter, mais ils ne commencent pas par ce qui rend l'autre intéressé. Et donc, il y a tout un travail là de qu'est-ce que je vais dire à l'autre qui va faire qu'il se connecte directement à moi. Et en inversant souvent les éléments de son histoire, on connecte à l'autre et le fait de se connecter, ça rend un intérêt croissant et ça génère aussi, on va dire, des opportunités. Oui. Et puis après ça, la dernière partie, c'est vraiment un plan de communication. Et le plan de communication, il est à différents étages, il y a différents chantiers qu'on peut prioriser ou pas. Et selon ce qu'on priorise, eh bien, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais de nouveau, le personal branding, ce n'est pas de l'exhibition. Ce n'est pas se montrer, se shooter, se montrer sous tous ses angles. Et puis tout d'un coup, se dire... Ah ben bon, voilà, j'ai fait tout ça, qu'est-ce que je dis maintenant? C'est au contraire, c'est avoir suffisamment de connaissances de ce qu'on a envie de transmettre pour pouvoir en fait transmettre à l'infini, peu importe le format. C'est bluffant. Et c'est vrai que quand toi, tu t'es présenté durant le talk, tu as parlé aussi d'un peu tes traits de caractère, je vais dire, notamment, tu vois, maman... TDAH. Oui. C'est des traits de caractère qui se font connecter à toi. On se sent en confiance. Donc, dire quand même, montrer sa part de vulnérabilité, fait en fait qu'on connecte à l'audience. C'est vrai que là où parfois tu te dis, je vais juste vendre mes services, moi ce que je fais, les chiffres que je fais, je sais pas, peu importe. Mais c'est vrai que c'était une belle leçon que j'ai apprise de toi, de dire vraiment, ok, moi je suis tel quel et je le montre et je... own it, tu vois. Exactement. Fait que tu connectes fort à l'audience. Enfin, ouais. Je pense surtout, si je peux donner un conseil, et c'est vraiment quelque chose qui est encore plus, je veux dire, récurrent et percutant ces derniers temps, c'est que je pense que plus on se connaît, mais surtout, plus on est capable de comprendre comment on fonctionne, c'est encore différent que de se connaître, plus on est en mesure de pouvoir le dire à l'autre, et plus c'est facile pour l'autre de fonctionner avec nous. Je donne régulièrement cet exemple en workshop, mais moi, par exemple, je suis quelqu'un, on dit toujours que je suis très énergique, c'est vrai, mais je suis quelqu'un qui suis particulièrement énergique dans l'impulsion, dans les idées, dans la conceptualisation, etc. Et donc, dès lors que je peux faire part de cette énergie-là, et que c'est surtout en impulsion et dans l'idée, dans les concepts, je peux aussi adapter mes missions où je suis plus particulièrement à l'impulsion des choses, et donc je vais pouvoir créer encore plus de valeur pour les autres si je me situe là. Je sais évidemment faire les choses sur la longueur, mais je dirais que c'est pas forcément là où je performe le mieux. Je performe bien, mais je ne performe pas le mieux. Et donc je vais essayer d'éviter d'avoir des projets qui durent beaucoup trop longtemps, parce que je pense pas que c'est là que j'apporte le meilleur à l'autre, et donc c'est pas un bénéfice mutuel. Et donc le fait de pouvoir identifier là où je fonctionne particulièrement bien, ça me permet de pouvoir le dire à mes clients, et mes clients de pouvoir faire levier sur là où je fonctionne particulièrement bien. Et c'est la même chose pour tout le monde. Et je trouve que, justement, dans l'approche du personal branding, être très, très au clair avec là où on crée de la valeur pour les autres, c'est quelque part extrêmement... en fait, c'est un soulagement. Parce que du coup, on se dit, bon, ben là, je suis très bonne. Et puis pour le reste, peut-être un peu moins bien. Donc, autant me focaliser sur ce que j'aime faire et là où je sais qu'on reconnaît ma valeur. Et plus on va être au clair avec ça, plus on va être au clair avec les autres,
plus on va pouvoir le vendre facilement, parce qu'en fait, ça va être logique, et ça va être le vendre en disant, bon, ben là, je suis particulièrement bonne, mais là, pour le reste, franchement, demander à quelqu'un d'autre, je pense que ça vaudra mieux. Ça donne aussi une certaine authenticité, parce qu'on reconnaît, en fait, ses forces et ses faiblesses. Et ça permet à tout un chacun de faire son shopping, en fait, et de venir chercher chez Chloé, chez Sandrine, chez Aurélie, chez Thomas, chez n'importe qui, ce qu'il fait de mieux dans la collaboration. Et donc ça, c'est aussi une part d'honnêteté dans ce qu'on fait dans le travail. Et ça, je trouve que c'est important de dire, voilà, je suis capable de faire ça. Et je pense que toutes les femmes, de manière générale, on est capable de faire plein de choses, mais on n'est pas capable de faire plein de choses à la même intensité en même temps. Et donc, effectivement, il y a des moments où on est plus maman, des moments où on est plus copine, des moments où on est plus businesswoman, des moments où on est un petit peu de tout ça, et on est toujours un petit peu de tout ça, mais il faut être aussi honnête avec les autres en disant, ben voilà, je sais mettre moins d'énergie là-dedans, plus là-dedans, ou ben voilà, aujourd'hui je suis un petit peu plus comme ceci ou comme ça, et ça permet en fait à l'autre de s'ajuster. On croit toujours que c'est soi-même qui devons nous ajuster, et je pense qu'en fait, on sous-estime le fait qu'en étant clair avec les autres s'ajustent à nous, et du coup, l'exponentialité de la relation business ou autre devient beaucoup plus juste. Oui, être clair avec les autres, d'abord être clair avec soi-même. Ça demande quand même pas mal d'honnêteté personnelle, mais aussi de temps de réflexion. Oui. Je sais que toi, notamment, tu écris beaucoup. J'imagine que ça participe à ta clairvoyance personnelle. Tu as 3 grands-enfants. Oui. Tu as une carrière, tu as une vie de famille, une vie de maman. Est-ce qu'il y a des moments dans ces dernières années où tu as eu vraiment des coups durs, où tu t'es retrouvée à genoux? Et comment tu t'es relevée de ça? Alors oui. Alors, je ne peux pas dire à genoux parce que ce n'est pas une posture à laquelle j'étais habituée. Donc, je ne veux pas dire que... Voilà, je ne suis pas sûre qu'à genoux, ça soit le mot. Mais en tout cas, j'ai eu des moments de doute. Mais j'en ai souvent. En fait, c'est pas comme si j'avais des grands à-coups avec des grands moments de doute et puis des grands moments de certitude. Je dirais que je pense que mon profil aussi TDAH fait ça, c'est que je suis perpétuellement dans une pensée circulaire. C'est-à-dire, je pense à quelque chose, j'ai une idée, et puis je me dis que mon idée est peut-être pas forcément bonne, puis je la confronte, et puis elle se transforme, et puis l'idée revient, et puis elle voit le jour, et puis elle disparaît. Et donc, il y a des moments comme ça, je dirais, c'est pas une roue de hamster, mais il y a des grands moments quand même où je bug, et où finalement, je reviens tout le temps au même endroit. Alors, j'ai eu quand même des moments, on va dire, des coups de mou, notamment par rapport surtout à des difficultés de personnes ou des choses plus tragiques dans mon entourage. J'ai perdu mon papa du jour au lendemain, il y a 1 an et demi, et il était vraiment ma force, on va dire, intersidérale, et il l'est toujours. Mais ça m'a surtout fait prendre conscience que mon obsession habituelle, qui est celle des points de bascule, était en fait une vraie réalité. Qu'en fait, du jour au lendemain, tout peut arriver, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, plutôt que de me mettre à genoux, des éléments comme ça m'a fait prendre conscience encore plus, non seulement de la capacité qu'on a quand on a, et voilà, j'ai la chance de pouvoir le faire, mais cette force qu'on peut avoir en soi pour créer la vie qu'on a envie d'avoir. Et donc, plutôt que de me mettre à genoux, ça m'a donné une force encore plus importante où je mesure en fait des choses que j'ai en moi et que j'ai envie d'offrir aux autres. Donc oui, donc il y a eu des immenses coups de mou comme ça, mais qui m'ont à la fois donné des immenses coups de boost. Ce que je dirais, c'est que parfois je me pose des questions de comment rester engagée dans certaines choses en se désinvestissant quand même un petit peu, parce que sinon l'intensité est trop forte partout et ça c'est pas tenable sur le long terme. Donc voilà, mais je dirais pas que ce sont des moments qui sont aussi facilement définissables que ça, mais on va dire que c'est des moments de flou. Par exemple, mes enfants, maintenant j'ai le empty nest, donc mes 3 enfants sont partis de la maison parce que voilà, la vie a fait qu'ils sont grands, et puis je les ai aussi, avec mon mari, on les a élevés
justement pour qu'ils déploient leurs ailes, des racines et des ailes. Et donc, il a fallu faire bouger ce lien de manière très naturelle. Et en fait, quand le dernier est parti au mois de septembre, même s'ils reviennent régulièrement, je ne me suis pas rendu compte tout de suite, en fait, qu'ils étaient partis. Et c'est plutôt il y a 2-3 mois où je me suis dit, mais en fait, ils ne reviendront jamais. Et en fait, ils ne reviendront jamais, sauf qu'ils ne sont jamais vraiment partis, parce que d'une manière ou d'une autre, je pense que ma créativité a fait que j'ai mis des nouvelles choses dans la vie qui fait que, par exemple, quand 2 sont ensemble, tout le monde se rejoint. Et donc, on a plein de moments comme ça, fantastiquement intenses, où on se retrouve et qui sont absolument improbables. Et qui font qu'en fait, les liens sont encore plus intenses parce qu'on les nourrit régulièrement, mais ils sont plus nourris de la même manière qu'avant. Donc oui, par exemple, il y a 1 ou 2 mois, je me suis dit, ouh là là, c'est vrai en fait ce qui se passe. J'ai plutôt des contre-coups avec, c'est vrai, ou c'est vrai, mon papa est mort, ou c'est vrai, mes enfants sont partis, ou c'est vrai, ça s'est arrivé. Parce qu'on fait toujours mieux les histoires à l'envers. Mais dès lors que j'ai cette prise de conscience de ce qui est arrivé, je crois que j'ai aussi cette capacité à transformer le récit. Et parfois, c'est des récits de survie, on est d'accord, mais je crois qu'on a tous ça. Mais aussi, il y a des récits de transformation où je réamène des gens dans ce nouveau récit. Et ça, je trouve que c'est formidable, cette capacité qu'on a tous de transformer des histoires pour faire des nouveaux chapitres. Tout à fait. Et tu parles de point de bascule, oui. Mais tu as quand même une stabilité professionnelle que tu as eue. Tu as 10 ans dans la pub, 15 ans dans le marketing immobilier, si je peux dire ça comme ça. Tu as quand même une stabilité professionnelle jusqu'à ce point de bascule où tu t'es dit maintenant, je me lance, j'ai emmagasiné tellement d'informations, d'expertise, je me lance à mon compte. Pourquoi ce changement ? Alors en fait, comme je le disais, je ne pense pas que c'est un changement fondamental. Je pense qu'en fait, il y a eu tous ces points de bascule-là tout le long de ma carrière. Je me suis demandé, pendant que j'étais dans la pub, si je ne me lancerais pas. Je me suis demandé, quand j'étais dans les sociétés cotées, si je ne me lancerais pas. Et en fait, c'est ce que j'expliquais de ma pensée circulaire. Je savais dans le fond que j'avais envie de me sentir libre et de me sentir... on va dire, tout à fait indépendante de chacun de mes clients, mais je pense qu'il faut être aussi dans la radicalité et l'honnêteté qu'on peut avoir soi-même. Il y a des moments pour le faire ou pas. Et donc, moi, j'ai cette grande envie de liberté, mais je suis quelqu'un qui a aussi un grand besoin de sécurité. Et pour moi, la sécurité et la liberté, c'est précisément sur le même curseur. Et donc, c'est où mettre le curseur pour me sentir suffisamment en sécurité et suffisamment libre. Alors, ce qui a déclenché, c'est justement... je ne suis pas vraiment une femme d'objectifs et de challenge, mais je pose quand même très souvent des intentions qui vont donner en fait une ligne de conduite à ma vie. Et je m'étais dit, comme mon dernier part de la maison, j'aimerais bien être libre de mon temps, libre de mon argent et libre de ma localisation. C'est-à-dire pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux, au tarif que j'avais envie d'appliquer pour pouvoir être fondamentalement libre. Et en fait, c'est ce que j'ai petit à petit mis en place. Et aujourd'hui, ce point de bascule a été plutôt, je dirais, une transition douce plutôt qu'un point de bascule. Alors c'est sûr que je pense que ça a fait beaucoup plus peur à mon mari et à mon entourage qu'à moi-même, parce que moi, dans le fond, je sentais que je faisais rien de différent en fait. C'est juste que le format allait changer. C'est la même chose que je te disais par rapport au personal branding. En fait, il y en a qui pensent que le personal branding, c'est tout d'un coup arriver sur Instagram et essayer d'avoir des followers. Non, en fait, ce qu'on transmet, si on est sûr de ce qu'on transmet, c'est la même chose que ce qu'on transmettait avant même qu'il y ait les réseaux. Et donc, cette force que j'avais en moi et cette expertise, je me suis dit, en fait, il faut juste que je m'affranchisse de ce que je pense qu'on attend de moi dans mon métier. Et si je m'affranchis de ça, en fait, ça va aller. Et précisément, ça va. La peur de ton mari, de ton entourage, c'est plutôt du côté financier ? Oui. Ok. Oui. Ça, c'est et la sûr sécurité et certain. pour toi, c'est lié au financier ? Tu parles de liberté, de sécurité, de cadre, d'horaire ? Justement, tu parlais de TDAH, ça parlera sans doute à celles de toute audience qui ont alors, j'aime pas dire que c'est un trouble parce que moi, je trouve que c'est un gros atout. Mais précisément, je pense que la première chose qu'il faut à quelqu'un de TDAH ou de neurodivergent, c'est un cadre. Alors, peu importe le cadre, il peut être très rigide ou très flexible, mais en tout cas, c'est d'avoir un cadre. Alors, est-ce que c'est des routines, c'est des rituels, c'est des règles, c'est des deadlines ?
peu importe, il y a 1000 manières de cadrer un environnement. En tout cas, pour moi, mon premier cadre, c'est mon mari. Et mon deuxième cadre, c'est mes enfants. Et mon troisième cadre, c'est, je dirais, mon environnement professionnel. Et dans mon environnement professionnel, le cadre dont j'avais absolument besoin, c'est d'être nourrie par des gens que j'admire. Et donc, je me suis toujours organisée pour pouvoir être entourée de personnes que j'admire, pour tout le temps me sentir, on va dire, la moins experte dans la pièce. Et ça, pour moi, c'était suffisamment important comme cadre, parce qu'alors, ils allaient pouvoir me donner des deadlines, un peu des ordres, et j'allais pouvoir, on va dire, m'y plier. Parce que moi, suivre des injonctions qui ne sont pas pour moi sensées, c'est très compliqué. Et donc, ce cadre s'est mis petit à petit. Société cotée, c'est un cadre. Avoir des règles de société cotée, c'est un cadre. Avoir des personnes qui savent des choses que je ne sais pas encore, c'est aussi un cadre. Et puis surtout, à ce moment-là, je me dis, moi, je leur apporte quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça veut dire que moi, je peux commencer à habiller ce cadre de mon expertise ou de mon énergie. Et alors, tout le monde y trouve son compte. Et donc, c'est comme ça que, à un moment donné, il y a quelques années, je me suis dit, OK, en fait, moi, mon réseau, aujourd'hui, c'est un cadre suffisant. Et je n'avais plus besoin de l'entreprise. Et donc, c'est à ce moment-là, en me disant, finalement, et c'est ce que je fais aujourd'hui, que ce soit mes clients en personal branding ou que ce soit des entreprises, finalement, je fais une association momentanée de malfaiteurs avec eux. Je leur donne la main, que ce soit un individuel ou un board ou une entreprise plus grande. Et à un moment donné, j'intègre on va dire, ce cadre qui devient le nôtre, le temps de ma mission. Et puis, finalement, je vais dans un autre cadre, etc. Et donc, finalement, mes clients deviennent mon cadre. Et ça, je trouve que c'est super gai. Tu parles aussi de ton mari qui est ton cadre et tes enfants qui sont ton cadre. Oui. Je pense que je peux te ressentir là. J'ai adoré, je t'ai entendu dire une fois, je suis la femme d'un seul homme. Et de ça depuis 30 ans, si je ne me trompe pas. J'ai adoré l'expression. Pourquoi, pour toi, ce besoin d'appartenir ? Alors, il a bougé, ce besoin d'appartenir. J'en étais tétanisée quand je lui ai dit oui. Oui. Ouais. J'avais 23 ans, je crois. Et en fait, je pense que je lui ai dit oui, s'il m'entendait, mais il le sait, parce que je pense que vraiment, je me suis dit, OK, lui, c'est mon ancre, en fait. C'est sécurisant. C'est mon socle sécurisant. Alors, je vais vous raconter quelque chose qui est un peu intime, mais que je trouve quand même très, très beau. Ça va vous donner une idée. Il m'a dit, très, très vite, en fait, on s'est vite emballé, en fait. Et moi, je me suis dit, le jour où il se rend compte, en fait, de ma complexité, ça va pas aller. Donc, je vais le larguer, en fait. Ça va être beaucoup plus simple. L'auto-sabotage. Donc, voilà, après 1 mois et demi, je lui ai dit, écoute, tu sais, en fait, je crois qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, etc. Et il m'a dit cette phrase, vraiment que je retiendrai toute ma vie. Il m'a dit, laisse-toi aller, c'est une valse. Et là, je me suis dit, OK, donc ça, je vais pas pouvoir contrôler moi-même. Si lui-même, tous les arguments que je lui donne, ça suffit pas, c'est qu'en fait, il m'aime all over. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est pas que je me suis sentie appartenir, c'est que je me suis dit, avec cet homme-là, en fait, je peux être celle que je veux. Et ça va aller. Et donc, en fait, c'est maintenant, plutôt comme un vieux couple, que je trouve ça splendide d'appartenir. Mais c'était pas comme ça il y a 30 ans. Ça, c'est petit à petit construit avec nos hauts et nos bas. Tu parlais justement des hauts et des bas. Et là, pour le coup, on a eu vraiment des hauts et des bas. Et à ce moment-là, je vais revenir avec un quote qui est, je crois, mon quote préféré de ma vie, que ma grand-mère me disait tout le temps et qui me disait toujours, Sandrine, tu sais, on peut aimer toujours, mais on ne peut pas aimer tout le temps. Et je trouve que c'est fantastique, cette vision-là de l'amour, parce que ça veut dire qu'on peut être OK dans la durée, avec beaucoup d'intensité, parfois moins, mais comme un accordéon, toujours trouver une résonance. Et ça, je garde ça en tête et j'apprends ça aussi à mes enfants, parce que je trouve que c'est hyper important et que quand on traverse des moments difficiles en couple, et c'est hyper normal d'en traverser, juste se poser là-dessus, ça donne une vraie vision à ce qu'on est en train de vivre et un vrai sens. Et peut-être que ça peut donner parfois l'exemple.
Mhm. Aujourd'hui, tu es maman d'enfants adultes. Oui. Qu'est-ce que ça fait? C'est quelque chose d'être maman d'enfant adulte. En fait, on croit qu'on est maman d'enfant. La vérité, c'est que maman d'enfant adulte, je pense que c'est sans doute le plus gros challenge pour moi. Pas d'être leur maman et pas d'être leur maman adulte, mais de changer de posture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà d'être mes enfants, c'est aussi mes amis, c'est aussi mes conseillers, c'est aussi mes guides, c'est aussi des personnes qui savent beaucoup de choses mieux que moi ou qui pensent différemment que moi. Et donc, c'est de comment garder ce lien intime tout en se sentant égal, exactement. Et en même temps, parfois peut-être has-been, et parfois peut-être sage. Et donc, ça nécessite une vraie intensité dans le lien, c'est-à-dire de ne pas rester directif, parce qu'en fait, c'est pas que j'ai plus rien à leur apprendre, mais ils m'écouteraient pas. Donc, c'est de trouver un mode de dialogue qui soit entre la fusion qu'on a toujours avec ses enfants, parce que c'est un amour inconditionnel, et une indépendance qu'il faut leur donner, et qu'ils apprennent aussi par d'autres que nous. Et voilà, je n'avais pas envisagé, par exemple, jusqu'à présent, et petit à petit ça rentre dans la ligne de vie, et c'est tout à fait normal, de comment est-ce que, quand ils sont en amour avec d'autres, comment ça amplifie encore leur monde, et qu'ils entrent aussi dans une autre famille que la famille nucléaire dans laquelle on a tout construit, et comment est-ce qu'on peut faire cohabiter ces familles. Et je trouve qu'on a un rôle aussi en tant que parents, si on a envie, comme moi, de pérenniser un clan, c'est de savoir qui d'autre on a envie de faire rentrer dans le clan, et aussi de s'affranchir de nos propres codes pour rendre notre clan accessible. Et ça, c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé. Et souvent, en fait, c'est en faisant les choses que les opportunités se créent. Mais voilà, donc c'est pas si compliqué, mais ça nécessite une vraie humilité et une vraie prise de distance de ce qu'on croyait suffisant pour être parent, en fait. Après, un jour, j'espère que je deviendrai grand-parent, peut-être arrière-grand-parent, et ça nous fait... C'est pas que bouger des lignes dans la hiérarchie du temps, c'est aussi bouger des lignes. Aujourd'hui, on n'est plus parents comme on était parents il y a 30 ans, ou il y a même 50 ans. On a des relations autres où il y a beaucoup d'intervenants dans la parentalité, beaucoup de coachs, d'experts, etc. Et donc, c'est comment garder aussi dans son cœur son intuition de maman de « je crois que je sais quand même mieux que tout le monde ce qui est bon pour toi » et d'oser le dire. En plus, tu as des filles et des garçons? Oui, j'ai une fille entre 2 garçons. Il y a une différence entre éduquer des filles et des garçons? Alors, pour toi, pour vous, je pense ton mari qu'il y a... et toi? Alors, éduquer, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une différence d'éduquer chaque enfant en fonction de sa personnalité. Et donc, mes 3 enfants ont des personnalités très différentes. J'ai la chance d'avoir une fratrie qui s'entend très bien. Je pense que c'est aussi parce que je leur ai dit depuis toujours qu'ils n'étaient pas obligés de s'aimer. Je pense que par défaut, les enfants font toujours l'inverse de ce qu'on leur dit. Donc, je pense que ça a quand même porté ses fruits. Et c'est vrai que le fait d'avoir une fille entre 2 garçons, je pense que c'est un équilibre qui est sans doute plus simple que d'avoir parfois 2 sexes qui sont parfois, et je ne dis pas c'est toujours comme ça, mais il y a sans doute plus de rivalité. Oui. Et je vois même qu'entre mes garçons, même si ils s'entendent extrêmement bien, ça reste 2 garçons. Donc, d'une manière ou d'une autre, il peut toujours y avoir une certaine rivalité. Et je pense que le fait d'avoir une fille entre 2 garçons apaise ça. Ou en tout cas, ma fille, elle a un rôle très, très harmonisant, qui est de toute façon un rôle de femme, je trouve. Donc, je pense que éduquer les filles et les garçons, alors peut-être que je vais en fâcher certains, mais je pense qu'il y a quand même des choses que les filles font plus facilement que les garçons et des choses que les garçons font plus facilement que les filles. Et je trouve qu'on a tout intérêt à leur montrer le chemin facile. Et donc, je continuerai à essayer d'élever des garçons galants et je continuerai d'essayer d'éduquer une fille maternante et rassurante. Et je pense que ce sont des choses qui sont peut-être clichés, mais qui aujourd'hui se perdent. Et même si on est sur l'égalité des choses, je pense qu'on doit aussi, en éduquant nos enfants, montrer ma fille, elle sait ce qu'elle peut attendre de ses frères.
et leurs frères savent ce qu'elle peut attendre de leur sœur. Et donc, c'est pas tellement d'éduquer différemment, mais c'est de pouvoir identifier ce qu'ils ont de particulièrement chouette en eux, et on y revient, pour essayer de leur faire prendre conscience de ça pour qu'ils l'utilisent encore davantage. Ça, je pense que oui. Je pense que c'est un peu... Voilà, chacun a sa place. Et aussi, on a un autre parent d'un premier que d'un troisième. 3, c'était évident pour vous? Alors, c'était évident pour moi, oui, mais pas du tout pour mon mari. C'est pour ça qu'il y a un peu de temps entre ma deuxième et mon troisième. Parce que moi, dès lors que j'ai eu 2 enfants, j'ai tout de suite su qu'il m'en fallait un troisième, parce que je me suis dit que je serais une bien meilleure maman de 3 que de 2. Comment est-ce qu'il a cédé? Il a cédé parce pour une fois, il a vu que je lâchais pas. Et que j'allais être beaucoup plus cool et moins anxieuse d'en avoir 3, parce que 3, on ne peut pas contrôler, alors que 2, on peut... dans l'over-control. Être plus dans l'over-control. Et donc voilà. Et puis, je pense que je lui ai dit quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Je lui ai dit, un enfant, c'est, je pense, la seule chose qu'on fait qu'on ne regrette jamais. Et donc, il n'avait pas d'argument. Et puis, à un moment, il m'a dit, OK, let's go. Et puis aujourd'hui, je pense que et lui, et les enfants, et moi, on se rend compte que c'est la meilleure configuration. Je préfère les choses qui sont un peu en déséquilibre plutôt que les choses qui sont en équilibre. Tu préfères les ennuis que l'ennui? Alors, je pense. Oui, je pense. Tu parles de over-control. C'est un de tes traits, peut-être lié au TDAH. Over-contrôler son image, over-contrôler son environnement? Alors, pas tellement. Je ne suis pas tellement dans l'over-control, mais où tu étais, j'étais une enfant et une jeune femme très anxieuse, très, très anxieuse. Et donc, le contrôle était une manière de me faire croire que je pouvais, d'une manière ou d'une autre, contrôler mon anxiété. C'est bien évidemment par le contraire que j'en suis sortie, c'est-à-dire en étant... plus douce avec moi-même, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore des moments de grande anxiété. Mais ce n'est pas tant le contrôle. Pardon? Comment tu domptes l'anxiété? Parce qu'elle est présente dans tout à chacun, des moments d'anxiété, de stress intense. Alors, moi, j'ai une grande, grande connexion à quelque chose de plus grand que nous. Okay. Donc, pendant un moment, j'ai pensé que c'était de la résignation et de me dire que, voilà, il y avait une sorte de fatalité ou de destin. Il s'avère que plus le temps passe, plus je suis connectée avec quelque chose de... Je peux même pas dire que ça soit spirituel, même si ça prend cette forme-là, mais je sais que, en fait, ma place ici est toute petite par rapport à un monde beaucoup plus grand que nous. Et donc, ça me permet de beaucoup relativiser. Et j'ai toujours cette espèce d'idée, un peu comme dans le Truman Show, qu'il y a comme il y a une prod qui voit ce qui se passe et qui se dit, ok, fais ça ou fais ça, mais ça ne changera rien. Et donc, j'ai comme ça cette espèce d'idée que, ok, on a un certain pouvoir, mais pas tant que ça, finalement. Et donc, c'est quelque chose qui me permet de dompter mon anxiété, de m'appuyer sur une force qui est plus grande que moi, sur laquelle j'aurai de toute façon absolument aucun pouvoir. Et le peu de pouvoir que j'ai, je pense que je le dompte sur mon tapis de yoga. Alors, je sais que ça fait très bateau de dire ça. Ça fait pas super longtemps que je fais du yoga. Mais je suis toujours sidérée, en fait, de tout ce qu'on peut déposer sur ce mètre carré, en fait. Ça me sidère. Je me dis, en fait, c'est un endroit où ça nous appelle au calme. Et c'est comme ça que ou par exemple, quand je voyage dans les avions, donc tous les sas que je peux trouver, ça peut être des moments de silence, ça peut être parfois même un malaise quand il y a un blanc, ou ce sont des moments de reconnexion à moi qui me font me dire, en fait, tout ça ne dépend pas que de moi, en fait. Et ça me permet, en tout cas, de calmer mon anxiété. Et j'aimerais, si tu veux bien, que tu nous partages 3 choses que tu répètes le plus à tes clients. Mais avant ça, je voudrais demander à l'audience s'ils ont aimé notre conversation jusqu'à maintenant, de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, de partager l'épisode à quelqu'un à qui ça ferait du bien, à qui ça parlerait.
Et voilà, de nous rejoindre sur le compte Instagram d'Audace. Ça fait toujours plaisir d'avoir plus de monde par là-bas. Donc Sandrine, s'il te plaît, est-ce que tu aurais 3 choses que tu pourrais nous partager, 3 choses que tu répètes le plus à tes clients? Alors, la première chose que je dis, c'est No one is you and that is your power. Mais vraiment, pas comme un slogan, mais vraiment, le fait que vous êtes vous, que vous avez cette singularité, fait qu'en fait, vous êtes capable de faire ce que vous avez envie, quand vous avez envie et avec qui vous avez envie. Et vraiment, je le pense sincèrement. Alors, ça, c'est vraiment la première chose que je dis à tout un chacun. La deuxième chose que je dirais à mes clients, c'est allez-y. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Donc, allez-y. Tout ne doit pas être parfait. Allez dans l'action. Allez dans l'action et allez, plus que dans l'action, allez dans l'intuition. Allez dans l'intuition. Donc, tout ne doit pas être réglé comme du papier à musique. Allez où vous sentez que vous devez aller, pas là où vous pensez que les autres vous attendent. Hyper important, c'est la seule manière qui permet de rester fidèle à soi-même. Et la troisième chose que je dirais, c'est foutez-vous la paix, lâchez-vous la grappe et soyez peut-être un petit peu plus léger. Finalement, les meilleures choses se font dans le mouvement et pas dans la tête. Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet que tu traverses intérieurement ces derniers mois? Oui. Alors, il y a beaucoup de sujets qui me traversent. Ce qui me traverse plus particulièrement, c'est justement, c'est ce lien entre le visible et l'invisible. C'est la perception que les gens ont d'une situation ou d'une personne qui est tellement loin de la situation intérieure que la personne vit. Je pense qu'on est à des années-lumière parfois de se rendre compte de ce que chacun traverse justement. Ce qui me fascine aussi, c'est vraiment on va dire, cette espèce de toute fine couche. Enfin, je dis une couche, mais c'est même pas ça. C'est une toute fine membrane, si je peux dire ça comme ça, entre ce qui se voit et ce qui se voit pas, entre le détail et l'image générale, entre le spirituel et le réel. Je vais donner un exemple qui m'a fascinée cette semaine. Moi, je vais depuis toujours, d'une manière ou d'une autre, à la messe ou à des bouts de messe où je vais, d'une manière ou d'une autre, me recueillir. Et c'est la risée de tout un chacun depuis toujours. On m'appelle la bigote, etc. Mais ça m'est complètement égal parce que c'est une manière pour moi, en fait, de me connecter à beaucoup d'autres choses que personne ne voit. Et peu importe. Mais cette semaine, j'ai vu le pape qui était avec, comment est-ce qu'il s'appelle, j'ai un trou de mémoire, Benny il s'appelle, enfin bref, un rappeur hyper connu. Et ça va me revenir après, enfin bref. Mais donc le pape qui s'est mis avec ce rappeur à Madrid et ils étaient dans un stade de foot et en fait, d'une manière ou d'une autre, ils appellent à la même chose, c'est-à-dire que ce rappeur qui rassemble des milliers de foules pour avoir de la légèreté, pour avoir une connexion à eux-mêmes, pour avoir de la joie, pour avoir une connexion à l'humain. Et le pape, il est arrivé et il était là et il dansait avec lui. Et en fait, au bout du compte, ce sont on va dire, 2 morceaux d'une histoire qui sont complètement, on va dire, paradoxales, qui ont l'air de pas du tout avoir quoi que ce soit lié l'un à l'autre. Et pourtant, ça a fait cohabiter 2 mondes qui ont l'air d'être à l'opposé et qui pourtant, sur le fond, cherchent précisément la même chose. Et donc, voilà, ça c'est le genre de choses qui me fascine parce que aujourd'hui que ces 2 mondes soient réunis, qui ont l'air d'être tout à fait, on va dire, séparés et antinomiques, et qui pourtant, dans le fond, nous ramène à ce qu'on a de plus profond chacun, c'est-à-dire notre part d'humanité. Et ça, c'est quelque chose Et ça, je pense que c'est vraiment dans le visible et l'invisible que se fait cette osmose, dans ce qu'on ressent et dans ce qu'on voit. Et donc,
vraiment, voilà, j'écris beaucoup là-dessus pour le moment. C'est peut-être que voilà, je l'exprime peut-être moins bien que d'habitude parce que je suis encore au balbutiement, mais je pense que tout un chacun qui explore ça peut comprendre ce que je veux dire par là. Oui, parce que ça va être bouleversant. Oui. On arrive à la fin de notre échange. Encore 2-3 petites questions. Je pourrais rester avec toi des heures. Qu'est-ce que tu ferais de différent? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Je me poserais moins de questions. Oui? Oui. Je me poserais moins de questions. Tu ferais table rase un peu des inquiétudes qui gravitent autour de toi? Oui. Je ferais davantage confiance à... Ton gut feeling? À mon gut feeling. Vraiment. Beaucoup plus tôt. C'est ce que tu proposes à tes enfants aujourd'hui? C'est ce que je propose à mes enfants, c'est ce que je propose à mes amis, c'est ce que je propose à mes clients. C'est ce que je me propose aussi à moi-même, mais en général, c'est ça le plus compliqué. Mais en tout cas, ces dernières années, j'ai très, très souvent été confrontée à une preuve, même des années après, de si j'avais écouté ma petite voix, j'aurais été plus vite. J'aurais pas fait différemment, mais j'aurais été plus vite. Et donc oui, ça c'est sûr que je ferais ça. Un livre qui t'inspire, si tu en as un à partager? Alors, j'en ai un. Je sais que tu écris beaucoup. Oui, j'écris beaucoup plus que ce que je lis. Sandrine écrit tous les jours, oui. Au moins 1 heure et demie, oui. tous les matins. Oui. Je m'y suis mise depuis que je t'ai écoutée. Ah, voilà. J'essaye, je fais ça le soir, mais parce que le matin c'est le sport. Mais... Alors en fait, j'écris pour mieux comprendre ce que je pense. Parce que je trouve que quand on écrit, il y a encore une autre clarté qui arrive. Et ça, je trouve formidable. T'écris à la main, manuscrit? J'écris à la main, okay. toujours. J'adore. Parfois, j'écris sur mon ordi, parce qu'alors, j'aime bien voir la beauté des chapitres. Je trouve qu'il y a un esthétique à faire des phrases plus courtes ou plus longues, mais c'est assez rare. Ça, c'est plutôt quand j'écris et que je dois parler. Oui. Alors, je le fais plus sur mon ordi, mais sinon, je le fais à l'écrit. Alors, j'ai pas un livre à référencer parce que je suis chaque fois amoureuse des livres que je lis et il y a des livres que je finis pas parce qu'en fait il y a des livres soit qui sont trop tristes, j'accroche pas, soit qui sont trop théoriques qui me permettent pas de m'évader, mais il y a un livre qui est je pense le plus beau de tous, qui est L'Alchimiste. C'est le plus beau parce qu'il peut être lu par des enfants et peut être lu par des vieilles personnes et il est toujours d'actualité, il est toujours intemporel et il revient justement à ce que moi j'essaye de transmettre aussi, à l'idée de revenir à ce qui nous rend unique et ce qu'on peut faire à notre toute petite échelle pour, en suivant sa propre légende personnelle, rendre ce monde un petit peu moins chaotique. J'ai une dernière question pour toi, Sandrine, puis je te laisse partir. Ceci. Sandrine, on en parlait en off avant l'interview, mais on ne croit pas au hasard, et ça je te rejoins, il n'y a pas de hasard. Je t'ai entendu dire souvent que des moments qu'on partage ou des rendez-vous que tu acceptes, il y a parfois une réponse à une question que tu ne t'es pas posée qui en sort. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une réponse à notre échange? Oui. Alors, j'ai plusieurs réponses, mais donc effectivement, je dis souvent que chaque rencontre est une réponse. Je suis venue ici délibérément, et c'est souvent quelque chose que je fais sans attente, parce que je trouve que les attentes, c'est le plus grand frein. Mais quand même persuadée que j'allais y trouver quelque chose. Et en fait, ce que j'ai trouvé comme réponse, c'est une porte. C'est une autre porte. Une porte vers sans doute plus de connexion avec des générations plus jeunes que moi. Peut-être la conscience que je peux contribuer à apporter des réponses et à dédramatiser des choses. Et puis une envie encore plus importante voilà, d'aller chercher l'invisible, certainement. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à toi.